Bonjour à tous et à toutes. Vous n'êtes pas au courant des bouleversements et des changements que le journalisme va subir en 2023. Vous ne savez pas non plus quelles sont les tendances, les perspectives et les prédictions actuelles du journalisme. Jusqu'à présent, avez-vous au moins lu le dernier rapport sur les défis auxquels seront confrontés les médias, publié par l'Institut Reuters pour l'étude de journalisme? Savez-vous néanmoins que l'évolution n'est pas une notion étrangère au journalisme? Tout secteur d'activité qui n'évolue pas, qui ne se réinvente pas, qui ne s'adapte pas, ne peut survivre. Mais qu'en est-il du journalisme en 2023? Le savez-vous? Pas d'inquiétude, vous saurez tout au cours de ce nouveau webinaire pour lequel je vous souhaite la bienvenue. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales qui organise cette session. C'est un forum du Centre international pour les journalistes CFJ basé à Washington. Pour ceux qui rejoignent pour la première fois, alors je vous explique. C'est un forum que nous avons lancé en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais pour aider les journalistes du monde entier à mieux travailler en leur fournissant des expertises à travers des webinaires, des séries de formations et d'ateliers en ligne que nous organisons gratuitement chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et le privilège aussi d'accueillir M. Cyril Franck. Il est formateur pour de nombreux médias, parmi lesquels Radio France, RFI, France Télévisions, Le Télégramme, Centre Presse, l'Express, l'Expansion, l'Obs, l'Équipe et Le Temps. Mais il est actuellement le directeur de la formation et de la transformation numérique chez Cosa Vostra, une agence web tech et créative. Monsieur Franck est aussi l'ancien directeur de l'ESJ Pro Média à Paris, où il a formé de nombreuses rédactions et accompagné la transformation numérique de grands ou petits groupes de presse. Bonjour, Monsieur Franck. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Bonjour, Kossi, et merci à tous pour l'invitation. Je suis très flatté de ce portrait flatteur. C'est peut-être tard, mais je voudrais vous souhaiter nos meilleurs voeux pour 2023. Vous avez une longue expérience en journalisme, forte de plus d'une vingtaine d'années, Monsieur Franck. Et si vous étiez demandé, vous, de souhaiter des voeux au journalisme, quels vœux feriez-vous? Merci beaucoup, c'est gentil comme tout. Que la presse soit plus indépendante? Ben déjà, qu'elle soit plus indépendante, qu'elle soit florissante, qu'elle soit diversifiée, pluraliste, qu'elle soit vive, qu'elle est créative. Voilà, tout ce qu'on peut souhaiter au journalisme, d'être une presse en bonne santé en général. Vous avez parlé de diversification, c'est le maître mot du dernier rapport de l'Institut de Reuters. On va en parler justement au cours de ce webinaire. Pour vous qui avez suivi l'évolution des médias, et vous pouvez dire que le journalisme a beaucoup changé avec l'avènement du numérique. Mais quelles sont les nouvelles tendances qui vont émerger en journalisme en 2023, M. Font? Alors, en 2023, je ne saurais dire si ça s'arrête à 2023, mais ce que l'on voit émerger, il y a plusieurs grosses tendances. La première d'entre elles, c'est la prise en compte de la contrainte climatique et environnementale, qui devient une nécessité vitale à la fois pour les citoyens, pour l'ensemble des habitants de cette planète, et les lecteurs, téléspectateurs, auditeurs aussi, forcément. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a vraiment une intégration de cette contrainte climatique et environnementale de plus en plus forte dans les lignes éditoriales des journaux, des magazines, et un besoin de perfectionnement de la part des journalistes sur ces sujets. Comprendre ce qui est de l'ordre du réaliste, du scientifique, de ce qui est de l'ordre du fantasme ou de l'erreur. Il est très important pour les journalistes de comprendre ce qui est possible de faire, ce qui est les risques, ce que sont les risques avérés et ce qui est un petit peu pour l'instant incertain ou dont on peut un peu douter. Là, il y a vraiment une montée en compétences nécessaire sur le plan scientifique, comme on a pu le voir d'ailleurs lors de la crise du Covid-19. C'est ce besoin de comprendre un peu mieux comment fonctionne la science, comment on établit aujourd'hui la preuve sanitaire, mais aujourd'hui de risques climatiques ou de risques environnementaux, comment on trouve des solutions aussi. Ce qui a pu être, il y a un mélange, je trouve, important de, évidemment, expliquer ce qui se passe, mais ne pas désespérer non plus les citoyens.
qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution? Il y a des solutions politiques, il y a des solutions individuelles aussi, en partie, pas suffisantes, mais en tout cas qui peuvent contribuer à mieux vivre ensemble. Et les journalistes doivent s'emparer de ces sujets pour faire valoir des solutions, des choses qui peuvent être faites, et aussi de faire pression sur leur gouvernants. Le quatrième pouvoir a ce rôle-là aussi très important en ce moment, de faire pression pour que les choses évoluent. Elles évoluent trop lentement, mais en tout cas, elles ont tendance à évoluer, parce qu'on voit en France, en tout cas, émerger des initiatives, notamment la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence climatique, qui a été développée fin août en France par un groupement de journalistes indépendants et moins indépendants, qui a aujourd'hui créé une charte pour mieux traiter les sujets liés à ces thématiques-là, éviter d'édulcorer l'information, dire simplement il fait beau, il fait chaud, c'est chouette, tout va bien. Non, non, c'est un réchauffement climatique structurel. Éviter de désespérer aussi, parfois être plus précis dans les termes, d'être plus exigeant et d'aller vers une intégration horizontale de ces thématiques et pas simplement de ghettos, de rubriques thématisées qui seraient la Libye du traitement journalistique de ces questions-là. Donc, il y a ces initiatives en France qui se développent et qui sont reprises aujourd'hui par des grands médias, avec des formations à la clé dans les grands médias comme France Média Monde, RFI, Radio France, qui a annoncé des grands plans également de tournant environnemental chez Radio France, où vraiment c'est une question qui devient prioritaire. Donc ça, c'est une grosse tendance actuelle, et je pense qu'elle est mondiale, puisque j'ai pu l'observer aussi à la BBC, au New York Times, et dans d'autres grands médias internationaux. Ça devient une nécessité véritablement citoyenne. Donc, il y a cette grande tendance. Rapidement, on va en parler peut-être, mais il y a bien sûr l'avènement de l'intelligence artificielle, hein, du machine learning, pour être plus précis, qui crée, avec ChatGPT 3, par exemple, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps et qui permet d'automatiser la production de contenu. On verra dans quelle mesure, d'ailleurs, c'est peut-être à la fois un risque, une opportunité et des limites de l'outil lui-même. Donc ça va vraiment avoir un impact important, je pense, sur les métiers de production de contenu et des journalistes en particulier. La diversification, on en a un petit peu parlé juste en amont, des revenus des médias, avec la fin de l'utopie de l'abonnement comme le seul et unique, la seule et unique voie de recours au financement de l'information. On voit plus d'hybridation dans les modèles, avec un peu de publicité, parfois un peu plus, un peu moins de l'abonnement, des diversifications, des revenus additionnels, du e-commerce aussi parfois. Enfin voilà, il y a des tas de choses qui montrent que la tendance n'est plus à simplement l'abonnement comme la fin en soi, pour plein de raisons, notamment la fatigue de l'abonnement, soulevée par un certain nombre de rapports, Reuters en particulier. À force d'avoir des abonnements à tout, les citoyens en ont un peu assez et doivent faire des arbitrages, ce qui ne favorise pas forcément le pluralisme et la diversité des titres. Donc là-dessus, c'est une tendance de fond. Il va falloir s'adapter à l'idée qu'il va falloir trouver plusieurs modèles de revenus, plusieurs briques de modèles pour pouvoir financer l'information. Et puis enfin, peut-être une dernière tendance, on en parlera, mais on sent une forme d'essoufflement des médias des médias sociaux généralistes, Facebook qui pique un peu du nez, et globalement, la conversation se déplace sur d'autres supports, notamment des supports plus interpersonnels, comme les messageries WhatsApp, Messenger, etc., parce qu'on constate une forme de toxicité de plus en plus grande de ces plateformes généralistes, un détournement d'usage. On ne peut pas être amis avec tout le monde, en fait. Il y a une forme de fin de l'utopie, de tous amis. Et donc, une tendance à une forme d'essoufflement de ce côté conversationnel au bénéfice de plateformes plus petites et aussi de médias sociaux qui sont plus des plateformes. Je pense évidemment au développement d'Instagram, de TikTok et d'autres plateformes comme ça. Voilà pour moi les grandes tendances qui arrivent, mais on peut en parler plus en détail. Vous avez dit beaucoup de choses. Nous allons revenir sur un certain élément. Vous avez mentionné également la charte pour un journalisme à hauteur de l'urgence écologique publiée en France. Et aussi, vous avez dit quelque chose qui rejoint un peu un des points évoqués par l'Institut Reuters pour l'étude du journalisme, qui dit en fait dans son dernier rapport que la crise climatique ne pourra plus être cantonnée à une seule rubrique.
Mais pour des journalistes, par exemple, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas habitués à couvrir le fonctionnement de la science, est-ce qu'en 2023, les journalistes devraient se faire former davantage? Je pense que oui, il faudrait qu'ils se forment d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des webinaires, par des séminaires, par de la formation interne dans les journaux, pour ceux qui peuvent en bénéficier, ou par des ressources externes. Mais il est nécessaire effectivement de bien comprendre en fait le fond scientifique, de quoi on peut être sûr et de quoi on peut éventuellement douter. Qu'est-ce qui est de l'ordre des scénarios et qu'est-ce qui est de l'ordre des choses qui sont déjà avérées. Qu'est-ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible? Est-ce que les éoliennes, concrètement, c'est une solution qui peut être utilisée, utile, ou dans quelle mesure, ou pas du tout? C'est intéressant de comprendre vraiment quel est le fond scientifique de tout ça. Après, il y a des choix politiques, des choix de société qui sont d'une autre nature, mais en tout cas, le journaliste doit être capable de distinguer ce qui est du fantasme, de ce qui est possible, de ce qui est souhaitable. Souhaitable, ce n'est pas à lui de dire ce qui est souhaitable, encore qu'il peut y avoir des lignes éditoriales plus appuyées, mais en tout cas, qu'est-ce qui est possible, et d'éclairer le citoyen dans ce sens d'une information qui est la plus vraie, la plus juste et la plus crédible possible. Donc oui, évidemment, je pense que les journalistes, traditionnellement, ont plutôt un profil littéraire. En tout cas, en France, c'est le cas. Je pense que c'est peut-être le cas aussi un peu partout dans le monde, peut-être plus ou moins selon les pays, j'imagine. Mais en tout cas, en France, on a un recrutement qui est très littéraire. Il y a des gens qui savent écrire, qui ont le goût de l'écriture, qui ont le goût de la société, qui ont le goût de la sociologie, etc. Mais probablement un petit manque au niveau de la culture scientifique. Et de ce point de vue-là, ne serait-ce que comprendre la validité d'une étude par rapport à une autre, on l'a vu avec le Covid, c'était un point clé, un peu qui faisait défaut. Aujourd'hui, c'est pareil. Sur les thématiques de climat et d'environnement, distinguer le processus de fabrication d'une cohésion, d'une décision collégiale scientifique, d'une communauté. Il n'y a pas d'unanimité, mais en tout cas, il y a des formes de consensus. Comment se fait cette décision, par quelle modalité, selon quelles étapes et quelles validations successives. Ça, c'est important pour être en mesure de ne pas tomber dans le piège du fantasme, de l'exagération ou de l'édulcoration. Les deux excès dans un sens ou dans l'autre. Donc là, oui, je pense que les journalistes, en France en particulier, peut-être dans d'autres pays, ont besoin de monter en compétence là-dessus. En parlant des journalistes qui ont un profil littéraire, je me suis dit, est-ce que M. Franck ne parle pas de moi? Je pourrais parler aussi bien de moi qui ai une culture scientifique assez pathétique. Je rappelle aux participants qui nous suivent actuellement que c'est un webinaire interactif. Vous pouvez poser vos questions dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran, ou pour ceux qui nous suivent directement dans le groupe du forum sur Facebook, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo en direct. Nous avons une question d'un journaliste qui demande quelles sont les opportunités pour les journalistes en fonction de la tendance écologique ou environnementale. Bien, là, il y a vraiment beaucoup de besoins, notamment sur la partie économique. Et la grosse difficulté, c'est d'être capable de concilier à la fois l'économie et l'environnement. Comment est-ce qu'on peut arriver à gérer les deux à la fois? C'est une problématique qu'on rencontre beaucoup dans les journaux, de se dire, bah oui, mais je suis un peu en dissonance quand je traite la rubrique économique, où je me félicite de l'arrivée d'une entreprise parfois polluante, et en même temps, sur une autre rubrique, je vais parler du bilan carbone et de la nécessité d'être louable sur ce plan-là. Être un bon journaliste qui est capable de proposer, d'aller chercher des solutions, ou en tout cas des initiatives, de traiter à la fois d'économie et d'écologie, c'est quelque chose qui est important. Et ça veut dire tout simplement, ça commence par poser la question aux entrepreneurs qui s'installent. Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport aux objectifs de bilan carbone, de réduction de vos émissions? Quelles sont comment vos manières de faire pour retraiter vos produits? Comment comptez-vous respecter les critères de Kyoto, etc., etc. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être prises en compte et derrière, être capable de creuser l'information.
Pas simplement s'arrêter de la part des journalistes à la réponse, mais d'aller vérifier ce qui est fait. Donc là, on en retrouve les bonnes pratiques de l'enquête, enquêter sur oui ou non, est-ce que les promesses ont été tenues? Oui ou non, est-ce que les engagements pris ont été tenus? Et est-ce que derrière, on a un impact qui est positif ou négatif par rapport à l'ensemble de ces questions, à la fois économiques et environnementales? Il est parfois un peu difficile de vouloir séparer les deux. Je pense qu'il y a quelquefois, les deux doivent aller de pair et il y a des solutions, en tout cas des engagements qui doivent être pris et le citoyen doit pousser en ce sens. On le voit, hein, il y a une vraie demande de la part des citoyens, quitte à ce que parfois on remette aussi aux citoyens devant ses propres responsabilités. Oui, vous voulez qu'on soit mieux disant sur le plan environnemental, eh bien, ça va demander un effort de votre part aussi en termes de sobriété. Par exemple, voilà, ça c'est un message. Qu'est-ce que ça veut dire la sobriété? Ça veut dire aussi expliquer que telle pratique ou telle autre pratique n'est plus possible si on veut vraiment être cohérent par rapport à ces engagements environnementaux. Tout ça, c'est une nécessité citoyenne, c'est une nécessité sociétale et c'est une opportunité pour les journalistes d'aller creuser ces sujets, de faire leur travail sur ces deux questions-là. Monsieur Franck, vous accompagnez la transformation numérique de plusieurs médias, mais estimez-vous que les médias tirent pleinement profit du numérique? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la fin de la question. La question, c'est de savoir si les médias arrivent à tirer pleinement profit du numérique. Comment pourraient-ils mieux s'adapter et l'adopter afin de répondre à l'évolution rapide des attentes du public? Vaste question, très compliquée, évidemment. Une partie de la réponse, elle est dans le modèle économique. Le modèle économique qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, de plus en plus hybride. Aller chercher des lecteurs, ça a longtemps été, enfin, depuis quelques années, c'était un petit peu le mantra, chercher des abonnés, chercher des acheteurs. C'est devenu un peu la martingale pour aujourd'hui s'en sortir sur le numérique. Et c'est ce qu'ont essayé de faire depuis d'ailleurs un fameux rapport Reuters de 2016 qui a annoncé que de plus en plus d'éditeurs au niveau mondial s'intéressaient à cet objectif-là prioritaire qui était devenu la priorité. On se rend compte que c'est compliqué, comme je le disais tout à l'heure, la fatigue de l'abonnement ne laisse pas forcément de place pour tout le monde sur ce modèle unique en tout cas. Donc la manière dont les journaux aujourd'hui peuvent tirer profit, c'est dans l'hybridation des formats, des modèles, notamment en proposant des contenus gratuits de vitrine financés par la publicité et un certain nombre de diversifications, et dans des contenus payants, ou en tout cas en partie payants, qui peuvent être financés par l'acheteur. Il y a aussi les modèles très intéressants de membership, de dons, qui peuvent se développer, comme on le voit au Guardian, qui est intéressant et qui permet aussi d'aller retrouver à la fois une accessibilité au plus grand nombre et un financement des médias. Donc, le numérique, par son volume, permet de retrouver des financements de ce type, ce qui n'est pas possible avec des diffusions limitées et avec des coûts du papier et de distribution importants. Donc oui, il y a des opportunités qui sont liées au numérique. Ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui arrivent à la fois à être sobres dans les coûts, avec des équipes efficaces, et avoir une diffusion maximale qui est derrière, et non seulement une diffusion, mais surtout un engagement pour une partie du public qui est prêt à payer. On ne peut pas, en France, le pourcentage de gens qui achètent de l'information s'élève à 11%, à peu près semblable en Angleterre et dans des pays européens similaires. Je ne sais pas de combien il s'élève dans les différents pays africains, mais ce chiffre n'est pas élevé. Et forcément, il est limité par la capacité d'achat et le pouvoir d'achat des différents citoyens. Donc, on ne peut pas compter uniquement sur ce modèle-là pour s'en sortir. Et en plus, ça pose un autre problème. Moi, c'est un problème que j'ai pu soulever dans un certain nombre de papiers. Le problème, oui, c'est bien. Si on arrive à vivre des abonnés, c'est parfait. Par contre, on se coupe aussi de tous ceux qui n'ont pas accès à cette information parce qu'ils ne vont pas comprendre l'intérêt de payer de l'information. Donc voilà, mais comment le faire comprendre, monsieur, comment le faire comprendre l'intérêt de payer l'information? Comment les intéresser? Comment les intéresser à l'information? Eh bien, pour moi, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est déjà de leur expliquer en quoi ça les sert. Se rapprocher de l'utilité de l'information. Et c'est ça qui est compliqué, parce que l'information n'est pas toujours utile à court terme.
À quoi ça sert la culture générale? On me demande toujours dans les écoles. Enfin, on me demande toujours, quand je faisais des interventions auprès des écoles primaires, on me demandait souvent ça. Eh ben, ça ne sert à rien, la culture G. Et ça sert à tout. Ça ne sert à rien à court terme. Et néanmoins, si vous n'avez pas de culture générale, vous n'êtes pas capable de prendre des bonnes décisions en tant que citoyen. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous êtes un peu la proie de la société. Et puis même en termes d'évolution professionnelle, c'est un frein à l'évolution professionnelle. Donc, c'est pareil pour l'information. L'information, ça ne sert à rien. Enfin, l'information générale, politique et générale, sert en priori à rien. Néanmoins, si vous n'avez pas ce bagage-là, vous allez être handicapé pour les décisions d'abord citoyennes, savoir voter. Donc, ça va vous handicaper et handicaper la société parce que ça va vous emmener dans des mauvaises voies politiques. Mais en plus de ça, ça va vous handicaper au niveau professionnel. Il y a des tas d'études qui montrent qu'il y a un rapport direct entre la culture générale, la capacité à tenir une conversation, être riche, profond, et l'évolution professionnelle dans les sociétés. Donc ça, c'est aussi une chose qu'il faut expliquer. À quoi ça sert l'information à long terme et évidemment à court terme? On peut aussi raccrocher les wagons de l'information pour des gens qui se seraient un petit peu détournés en leur parlant de choses pratiques, concrètes, immédiates. En quoi l'information va me servir? Eh bien, une bonne partie des lignes éditoriales des journaux, souvent, étaient un peu trop éloignées de ce court-termisme-là. Peut-être qu'il faut s'en rapprocher un peu pour aller chercher le lecteur et lui expliquer, oui, bah, je vais t'expliquer comment acheter ta baguette moins chère, comment aller faire tes courses de façon plus efficace, comment préparer ta voiture, trouver le système D, être plus proche de ces besoins-là aussi, être plus proche des besoins de divertissement, de plaisir. Alors, on a besoin de plaisir aussi. C'est intéressant parce que le New York Times, par exemple, a créé beaucoup d'abonnés grâce à son rachat des mots croisés. Il a compris que finalement, aller chercher ces publics-là qui n'étaient pas forcément intéressés sur l'information générale et politique, c'était une façon d'étendre son lectorat. Et une partie de ces gens à qui il a offert, avec Wordle, une partie d'abonnement dédiée juste à ces jeux-là, une partie de ceux-là se sont abonnés ensuite au New York Times avec des offres spécifiques. Donc, aller chercher le lecteur par le divertissement, aller chercher le lecteur par le pratique, aller chercher le lecteur aussi par la communauté, par la conversation, en recréant des espaces de conversation internes aux journaux et aux médias et ne pas se laisser finalement phagocyter par les réseaux sociaux. Il y a une opportunité puisque justement, je disais que les réseaux sociaux ont tendance à un petit peu baisser en termes d'interaction. La conversation se déplace sur des forums privés ou des messageries privées. Il y a l'opportunité de recréer des espaces au sein des médias pour susciter ce besoin de conversation qui est quand même central, à mon avis, en termes de besoin des lecteurs. C'est le cœur de la machine. C'est pour moi l'information, les news sont le carburant social qui aide les gens à se relier entre eux. Si on retrouve ce besoin-là, qui a été volé, entre guillemets, par les réseaux sociaux, on retrouvera des motivations d'achat et d'interaction et donc de modèles économiques. Monsieur Franck, voilà. nous avons, vous le constatez dans la boîte de discussion, au moins 8 questions qui attendent de la part des participants. Mais moi, je vais vous demander, est-ce que les médias, selon vous, devraient se spécialiser? Vous avez parlé, par exemple, du divertissement, de ce qu'a fait le New York Times avec les mots croisés. On voit, par exemple, en France, Mediapart qui excelle dans l'enquête. Est-ce qu'avec la spécialisation ou des médias beaucoup plus thématiques, qui ne couvrent que l'environnement, qui ne couvrent que la technologie, qui ne couvrent que peut-être les questions de santé, est-ce qu'avec ce nouveau format, les médias auraient beaucoup plus de chances à pouvoir intéresser les lecteurs et par conséquent les faire abonner? Alors oui et non. Oui, parce que évidemment, quand vous êtes spécialisé, vous êtes plus efficace, vous êtes plus pertinent et donc vous avez une chance d'aller chercher un public exigeant. Et ça tombe bien, c'est celui qui est prêt à payer. Et en même temps, non, parce que, enfin, en partie seulement parce que vous avez quand même une prime au plus gros, aux médias généralistes. C'est-à-dire, comme toujours, les études montrent que les gens s'abonnent à un ou deux maximum titres généralistes. Donc, the winner takes all, comme on dit. Celui qui est le plus gros, celui qui est le plus généraliste, l'emporte et récupère le gros de la mise. C'est le cas de médias comme Le Monde en France ou Le Figaro, qui, étant extrêmement généralistes et puissants, et avec des moyens considérables, sont capables de récupérer une grosse partie des abonnés.
disponible, du foyer d'abonnés possible. Donc oui, mais alors sur des petites structures, avoir des choses spécialisées avec des faibles coûts, on peut récupérer une part d'abonnés, mais aussi il faudra, pour ces médias spécialisés, se financer autrement, notamment par la membership, notamment par des diversifications, par de l'édition, etc. Donc on voit aussi de ce point de vue apparaître les newsletters qui permettent justement en tant que format d'aller sur un coût beaucoup moindre, un engagement fort et une spécialisation assez pointue qui peut rencontrer une monétisation, surtout avec des briques de monétisation assez simples qui peuvent être branchées et débloquées sur des newsletters comme celle de Substack, par exemple, qui sont assez faciles. Donc, la spécialisation, oui, c'est pour des petites structures. Sinon, j'ai bien peur que ça soit qu'une seule partie de la résolution. Mais de toute façon, ce qui est vrai, c'est que les journalistes doivent monter en compétences et le niveau de qualité doit augmenter globalement. Ça, c'est une nécessité parce que les besoins des citoyens augmentent et qu'il va falloir effectivement muscler son jeu sur un certain nombre de thématiques. Peut-être accepter aussi de ne pas parler de tout en mal, peut-être faire des choix, ça c'est vrai. Mais néanmoins, avoir une position un peu généraliste, ça permet aussi d'étendre sa couverture. Donc, vous voyez, il y a des cas de figure différents selon l'économie de chaque média. Et je ne dirais pas que la solution passe nécessairement par une forme de spécialisation. Mais en tout cas, ça peut être une des solutions selon la taille et sa cible, les gens à qui on s'adresse. Aujourd'hui aussi, on parle, avant de recueillir les questions des participants, on parle beaucoup de nouvelles formes de journalisme, le journalisme de données qui monte en puissance, le journalisme de solutions, le journalisme d'enquête, c'est vieux, mais on en parle d'investigation, on en parle de plus en plus. Est-ce qu'il y a de ces formes quelle forme de journalisme devrait privilégier ceux qui les exercent en 2023? Est-ce qu'il faut faire beaucoup plus d'enquêtes, à part le divertissement, par exemple? Il faut faire de l'enquête, oui, en fait, il faut être plus rigoureux d'une manière générale, avoir des chiffres, appuyer sa démonstration, être beaucoup plus rigoureux, je dirais. Et de l'enquête, pourquoi pas? Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga des modèles économiques. Je dirais que, par exemple, en France, tout le monde veut faire de l'enquête, mais le créneau de l'enquête d'investigation politique, il est déjà occupé largement par Mediapart. Ils ont fait le vide des lecteurs et des abonnés sur ce côté-là, enfin le plein, si on part de leur point de vue à eux. C'est compliqué aujourd'hui de se lancer sur ce segment-là. Néanmoins, il y a évidemment un besoin, notamment au niveau de l'enquête locale, d'approfondir les sujets et de dire effectivement, de rendre service, c'est aussi ça, c'est de dire quand il y a des problèmes, qu'est-ce qu'il y a derrière un budget municipal, concrètement? Ne serait-ce que cette question-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces arbitrages-là? Aller chercher et creuser l'information, c'est évidemment quelque chose qui est attendu des lecteurs. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Pas forcément que pour ça. Ça fait partie des briques qui sont demandées, oui. Rendre service, c'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Et effectivement, dans les services qu'on peut rendre aux lecteurs, il y a ces services d'éclairage citoyen de qu'est-ce qu'on fait avec mes impôts? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce gouverneur-là, est-ce que ce président-là, est-ce que ce maire-là fait des choses qui sont bonnes pour ma ville, pour moi, pour mes enfants, pour les crèches? Ça, c'est important, effectivement. L'enquête d'investigation, après, ça dépend de chaque positionnement. Je dirais que dans certains cas de l'univers concurrentiel, ça peut être utile pour émerger, comme ça peut être un peu tard. En France, Le Monde et Mediapart ont un peu occupé le terrain. Se lancer aujourd'hui sur ce segment-là, ce serait un peu compliqué parce que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps. Voilà, ça serait un peu compliqué. Mais au niveau local, je vois par exemple Médiacité en France qui se lance sur ce segment-là. C'est intéressant. Je pense que les régionaux devraient le faire beaucoup plus. Il y a effectivement quelque chose à prendre de ce côté-là aussi. Ouais. Une question d'un participant. Bonjour, Monsieur Franck, pour un avenir meilleur de la presse aujourd'hui, ne faudrait-il pas aller vers un regroupement des organes? Ah, le regroupement des organes. Alors oui, malheureusement, ça ne va pas dans le sens du pluralisme. Souvent, c'est déjà ce qui se passe. Hein. On voit de plus en plus de concentration des médias qui, effectivement, sont rachetés les uns les autres
parce qu'il y a une question économique et un bouleversement des modèles qui est compliqué. Donc, je ne sais pas si c'est souhaitable toujours. Moi, je suis assez partisan de la diversité, donc du pluralisme. Néanmoins, là où ça peut être intéressant, c'est effectivement se regrouper entre journaux pour faire des enquêtes, pour faire baisser le coût, pour augmenter la diffusion. Il y a un certain nombre de cas comme ça qui ont été proposés d'enquêtes collaboratives entre différents titres qui se regroupent pour aller plus loin, pour faire baisser le coût, pour se répartir la tâche et pour en tirer un bénéfice en termes d'impact et de diffusion. Là, je pense qu'effectivement, ce genre de regroupement d'efforts rédactionnels sur de l'enquête, et puis c'est parce que parfois c'est nécessaire sur le plan économique pour retracer les flux financiers entre différents pays. Parfois, on a besoin justement de travailler à plusieurs. Il y a plein d'enquêtes qui ont été menées récemment, je n'ai pas d'exemple en tête malheureusement, d'enquêtes entre différents titres médias de journaux qui se sont regroupés pour faire une investigation sur telle ou telle question des flux financiers. On pourrait faire la même chose aujourd'hui, par exemple, avec les flux sino-russes en Afrique. On pourrait faire la même chose la même chose avec l'équivalent des flux américains. Enfin, il y a plein de questions. Mais où va l'argent? Quels intérêts sert-il, etc., etc. Donc là-dessus, oui, je pense qu'il y a beaucoup de synergie à trouver entre médias et entre titres. Et malheureusement, des regroupements qui vont se faire par nécessité économique. Mais ça, je ne suis pas sûr de le souhaiter vraiment. Une autre question du journaliste Maël. Quel type de financement pour des médias indépendants qui veulent s'intéresser à l'environnement, car les enquêtes ou productions nécessitent des coûts énormes? Moi, je crois vraiment sur ces questions-là au modèle du membership, du soutien par les citoyens, mais au niveau vraiment le plus vaste possible. À partir du moment où on défend une cause journalistique, un sujet qui n'est pas traité, un sujet qui mériterait un plus grand approfondissement, on peut bâtir une communauté autour de ça, en étant bien entendu extrêmement exemplaire sur le traitement médiatique, sur le fond, et sur l'honnêteté intellectuelle et sur les principes journalistiques. Il y a un modèle sur le membership qui me semble intéressant. Alors, ce n'est pas des gros, c'est celui du don, et puis qui peut se doubler d'un modèle d'abonnement pour ceux qui le souhaitent, pour renforcer. Ça peut être un membership et un abonnement, l'un ou l'autre, les deux en même temps. En tout cas, je crois qu'effectivement, la cause justifie, parce qu'il faut une cause, elle justifie qu'on peut se tourner vers ce genre de modèle. C'est plus compliqué quand on est un média généraliste qui je dirais, défend vaguement la démocratie sans avoir vraiment de cause très, très claire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Donc là, on a un modèle qui, à mon avis, est tout trouvé et qui nécessite beaucoup de travail sur la communauté, sur le fait de réfléchir avec ses lecteurs, de les inclure dans la conversation, de répondre à leurs questions, de montrer aussi concrètement l'impact de ces enquêtes, journalisme d'impact, et d'aller sur le terrain, de les rencontrer, de faire des événements. Il y a aussi une bonne chose à faire entre le monde réel, le monde numérique, le monde physique et le monde numérique, faire des événements et ensuite retracer le journalisme autour de ça, reparler de ce qu'on a fait. Voilà, ce genre de choses qui est très, très bien fait par un média qui s'appelle Tortoise en Angleterre et qui a ce modèle-là avec aujourd'hui quelque chose comme 50 000 abonnés payants et beaucoup plus encore de donateurs. Hier, monsieur, il y a eu une énorme actualité sur ChatGPT, sur l'intelligence artificielle, sur leur invasion, leur montée, la menace qu'elle pourrait représenter pour le journalisme. Je voudrais vous demander si vous faites partie de ceux qui pensent ou estiment que les médias devraient l'intégrer dans leur sphère de rédaction. Est-ce que c'est une menace ou une opportunité, finalement, l'intelligence artificielle? Je me pose la question, pour être très honnête, en ce moment même. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir une opinion tout à fait définitive là-dessus. Je pense que c'est un peu des deux. À moment où je vous parle, je pense que c'est un peu des deux. Ouais. C'est évidemment un risque. Parce qu'il y a aussi la crainte de suppression de certains postes. Si les machines vont écrire des textes alors que les journalistes vont travailler, devraient être recrutés pour le faire. Et il y a aussi des journalistes qui se posent la question, par exemple, on voit en Asie des médias, par exemple, qui clonent la voix des journalistes. Est-ce que
l'intelligence artificielle peut intégrer l'émotion, par exemple, lorsqu'il y a, par exemple, un cataclysme ou un séisme, donner l'information avec un visage, en fait, qui montre que la personne, même le journaliste, n'est pas insensible à ce qui se passe. Ah ouais, je pense que c'est assez facile à terme d'envisager une synthèse émotionnelle sur des cas d'école. Ça me paraît pas du tout impossible. Donc, je pense pas qu'on puisse se protéger en disant que l'être humain va apporter une émotion qui fera défaut à la machine. C'est tout à fait possible de le faire. Je vous donne un exemple, c'est qu'aujourd'hui, on a des deepfakes qui Oui. reproduisent, je sais pas, le discours de Jean Jaurès ou celui de Charles de Gaulle, là, récemment, qui n'a jamais été enregistré pour l'appel du 18 juin, on est capable, à partir d'une base documentaire sonore de tout ce qu'il a pu faire, prononcer comme discours, de reproduire l'intonation et donc l'émotion qu'il y a derrière de façon artificielle, synthétique. Donc, je ne pense pas que ça soit une sauvegarde. Pour répondre à l'autre question sur le risque, bien sûr qu'il y a un risque de, bien de perte d'emploi. Il y a une partie de la presse qui s'intéresse justement à ChatGPT par économie, hein, pour clairement faire des économies sur un nombre de postes, notamment les postes de desk ou de synthèse qui n'apportent pas vraiment sur le fond nécessairement une information à valeur ajoutée. Donc là il y a un vrai risque. Il y a un risque également plus global de duplication de l'information et de réplication et de redondance de l'information à l'échelle du globe. Qu'est-ce qui va se passer si, à un moment donné, il y a de l'endogamie? Si on recrée des contenus à partir de ce qui existe déjà en forme de synthèse, une espèce d'exponentielle de création de contenu qui ne pourrait que renforcer forme de vide et de tautologie de l'information. Je pense que c'est aussi une opportunité parce que justement, ceux qui vont apporter une information à valeur ajoutée, ceux qui vont pouvoir justement se distinguer en apportant du neuf, des faits nouveaux observés sur le terrain, une analyse originale, ce qui est complètement impossible aujourd'hui à ChatGPT pour longtemps, en tout cas l'analyse originale qui ne repose pas sur un corpus de texte est impossible pour l'instant à la machine. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, ce n'est encore pas le cas. Et puis, les faits, les témoignages humains, vrais, tout ce qui est du ressort de l'être humain et de l'enquête, ça, ce n'est pas possible encore. Je souhaite que ça ne le soit pas pour longtemps. Donc, ça va permettre à ceux qui, justement, apportent cette fameuse valeur ajoutée d'émerger et de s'en sortir d'autant plus. C'est aussi ce lien à l'être humain. Je ne pense pas qu'une machine pourra remplacer, on parle d'avatar qui serait très populaire en Asie, mais je ne suis pas sûr, en tout cas en Occident, que ça prenne vraiment. On a quand même besoin de se relier à des êtres humains. J'en veux pour preuve qu'on a eu une émission ici qui s'appelait, je ne savais plus comment elle s'appelle, mais qui retraçait de façon virtuelle des fausses interviews dans une émission de télé présentée par Ardisson, de fausses interviews de personnes décédées, avec Jean Gabin, des vieilles personnalités du cinéma. Ça a été un flop, ça a été un flop, parce que derrière, il y avait la question de savoir est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'on nous raconte, qu'est-ce qui est de l'ordre de la fiction, sur quoi je peux m'appuyer pour fonder un avis sur la personne. Donc, je crois qu'on va avoir de plus en plus besoin de sincérité, d'authenticité et de vérification à mesure que ces outils-là vont développer des contenus à faible valeur ajoutée et à faible crédibilité. Hein. Le nombre d'erreurs produites par ChatGPT 3 sont considérables. Et c'est loin d'être… parce que c'est un modèle probabiliste. Donc, il suffit qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent de ça et qui associent d'autres termes pour que derrière, on ait cette réponse-là. Ça n'a aucun rapport avec la vérification en réalité. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question entre les risques et les opportunités. Un peu des deux, mon capitaine. Pouvons-nous parler de votre coup de gueule sur LinkedIn à propos des managers des médias? Vous demandez pourquoi ils sont si nuls. Vous dites aussi que les journalistes sont d'assez mauvais, voire de mauvais managers. Et aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, on voit la facilité qu'ont les journalistes de créer des sites Internet, d'être leur propre chef, de pouvoir diriger des médias sans aucune formation préalable, parce que voilà, il y a la connexion Internet qui est là, il y a le smartphone, et vous entendez aussi parler du journalisme citoyen aujourd'hui qui se développe. Mais
que devraient prendre en compte ces nouveaux managers qui émergent? Oui, alors je me suis emporté effectivement, notamment parce que ma dernière expérience n'a pas forcément été très, très agréable, mais aussi parce que j'ai pu voir dans le cours de ma carrière beaucoup de dysfonctionnements qui émergent ici et là de temps en temps dans les rédactions. L'exemple que je cite dans mon dernier papier, c'est celui de France Culture, avec un management qui a été considéré comme un peu rude. Il y a d'autres exemples, malheureusement assez fréquents. Alors, oui, les journalistes, ce que je dis, c'est qu'ils sont souvent choisis comme managers parce qu'ils sont compétents dans leur métier de journaliste. C'est souvent une façon de les récompenser, de les faire monter, comme d'ailleurs en France, on fait monter beaucoup les, les gens en leur apportant du management, on leur confie des responsabilités, donc des personnes à manager, quelle que soit leur appétence, leurs compétences et leur formation. Donc, ça génère derrière des situations compliquées où les gens ne sont pas formés, ils n'aiment pas ça et ils n'ont pas forcément, envie de ça. Voilà. Donc, c'est compliqué et c'est à quoi s'ajoute le fait que culturellement, le journalisme, c'est une activité assez autonome, assez individuelle. Il y a une culture individualiste. On fait son papier tout seul, on a son carnet d'adresses qu'on ne partage pas, qui est son trésor, qu'on choisit et surtout qu'on enrichit, et qui est quand même son passeport pour l'évolution professionnelle. Hein. Les liens qu'on a pu tisser avec les gens, les experts qu'on a pu identifier, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très individuel. On est dans une société numérique qui favorise de plus en plus la collaboration. Il faut collaborer avec des métiers différents, du marketing, du design, de la technique. Et néanmoins, les gens restent évalués et rétribués individuellement. Donc, il y a aussi une forme de dissonance de l'organisation entre cette demande assez classique de la collaboration et l'évaluation individuelle. Donc, culturellement, il y a ce problème-là. Organisationnellement, il y a aussi cette contrainte qui n'est pas tenable. Et puis après, il y a aussi des cultures de l'organisation qui sont liées à un chef qui a l'impression qu'il va pouvoir faire avancer plus rapidement sa transformation numérique en mettant quelqu'un de fort, de sévère. Et c'est une illusion. Parce que en réalité, c'est comme les saignées. Vous savez, quand on fait une saignée, on fait partir autant de bon sang qu'on fait venir du mauvais, qu'on en fait partir du mauvais. Donc c'est pareil, faire venir un mauvais manager, ça va faire fuir les bons éléments et sans apporter nécessairement plus de valeur à l'entreprise. Quel conseil donneriez-vous à un journaliste qui voudrait lancer son média en 2023 et qui vient solliciter votre expertise? Alors déjà, moi, ce que je lui demanderais, c'est de bien identifier le besoin des lecteurs. C'est-à-dire bien travailler, interroger ceux à qui il s'adresse, qui prétend s'adresser. Quels sont vraiment les besoins de ce lecteur? Est-ce qu'il a vraiment validé que cette ligne-là, c'était ce qui était attendu, au-delà des discours? Parce que c'est ça qui est compliqué. Il y a la verbalisation des gens, de ce qu'ils aiment, puis après, il y a les usages. Et souvent, on voit un énorme hiatus entre les deux, parce que si on écoute les gens, ils n'écoutent que de France Culture et les mondes diplomatiques et des choses savantes. Et la réalité, c'est qu'ils cliquent beaucoup plus sur des choses divertissantes, du people, des faits divers et aussi du pratique. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de sens et de choses intelligentes, mais ça veut dire qu'il faut être assez malin pour les emmener vers de l'intelligence par la bande, bien valider leurs besoins réels de ce qui est discursif, de ce qui est du discours, et puis ensuite essayer de construire une communauté avant de lancer son média. Créer un lien, faire par exemple un média inversé, c'est-à-dire raconter la fabrication de son média, créer une communauté, faire monter la mayonnaise, entre guillemets, essayer de susciter de l'envie, et puis petit à petit susciter peut-être des abonnements ou des dons, faire du crowdfunding, et petit à petit monter en gamme, d'abord avec un rédacteur, deux rédacteurs, et petit à petit, en fonction de son business model, de monter les effectifs. Mais de commencer petit et d'élargir au fur et à mesure. Un petit peu ce que fait quelqu'un que j'aime beaucoup chez nous qui s'appelle Jean Abiatessi, avec une newsletter qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire, le bulletin, une newsletter positive, voilà, qui est très bien et qui a monté son média sous forme de newsletter et petit à petit se diversifie avec de l'édition,
avec des abonnements qui vont arriver, etc. Donc, c'est intéressant parce qu'il avance petit à petit, mais en ayant bien validé le besoin de ses lecteurs en amont. Une autre question, tout le monde peut-il être manager? C'est la question d'un participant. En d'autres termes, tout journaliste peut-il être manager sans une formation en management des médias? Ça me paraît, enfin, tous, non. Je l'ai pu vérifier que non. Tous les journalistes ne sont pas des bons managers sans formation préalable. Et je dirais même plus au-delà de la formation, il y a aussi une question de personnalité. Je le mentionne dans mon papier en égratignant les gens sans les nommer, mais quand vous n'avez pas une éthique personnelle, qu'on n'avez pas un goût de l'être humain, que vous pensez que les gens sont mauvais par essence et qu'ils ne fonctionnent qu'à la schlag, ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez, c'est par exemple. Donc, je ne pense pas que tout le monde est fait pour être manager. Par contre, si on a l'envie, si on a une bonne éthique, tout le monde peut être formé au management et en tirer un bénéfice et améliorer, bien sûr, ses compétences. Il y a des choses à savoir. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'auto-analyse, comprendre qui on est soi-même avant de commencer à envisager d'encadrer les autres. Quels sont ses propres défauts, quelles sont ses failles? C'est la première chose à faire quand on devient manager. Moi, j'ai tendance parfois à être impatient, j'ai tendance à être quelquefois un peu sec dans ma façon de dire les choses, sans m'en rendre compte. Eh bien voilà, être courant de ça, c'est une façon de mieux appréhender, après faire plus attention à ce point-là, être dans l'observation. Puis après, voilà, observer les besoins, discuter, et puis des techniques tout simplement de résolution de conflits. Hein. Ça s'apprend aussi, être capable effectivement de gérer, de dénouer un nœud un peu compliqué, de faire un entretien de recadrage éventuellement, qui se passe bien, dans lequel on repart content chacun de son côté avec des objectifs d'amélioration. Voilà, ça c'est des choses qui s'apprennent si on a envie et si on a de l'éthique. Voilà. Nous allons déjà nous tendons vers la fin de cette session, mais nous avons encore de très excellentes questions. Cette question qui nous vient encore d'un participant, je la lis assez rapidement. Pour un pays comme le Cameroun, ou pour être journaliste, il faut être issu d'une école ou alors avoir fait un certain nombre d'années dans un organe de presse. Comment pensez-vous qu'on peut encadrer ce métier vu que vous aviez dit qu'on doit se former? Alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut nécessairement faire une école pour faire le métier de journaliste. Je suis très favorable à l'ouverture du métier à tout le monde, à condition qu'on respecte des principes de sérieux, de rigueur, et qu'on soit formé. Un peu, certains se sont formés sur le tas, sur le terrain, avec des collègues qui les ont embarqués. D'autres se sont formés, maintenant on a des stades de formation qui peuvent exister ici ou là. Et puis, c'est en faisant des erreurs aussi qu'on se forme, en se trompant. Donc ça, c'est vraiment très important pour moi de se dire qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire une école. L'école, elle va être très utile, notamment parce qu'elle permet d'enrichir assez rapidement son carnet d'adresse. Et quand on a une école reconnue, on a un pied-à-terre plus facile dans les rédactions, puisqu'un certain nombre de rédactions privilégient les écoles reconnues, et donc ça permet d'intégrer plus facilement ce métier. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça fait partie de la diversité des points de vue, de permettre à tout le monde potentiellement de faire ce métier. Et c'est d'ailleurs dans la tradition journalistique de l'ouverture qui était voulue par les ordonnances de la presse en France de 1944, d'avoir une fonction journalistique non réglementée, ouverte, même si elle respecte des principes déontologiques comme la charte de Munich. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a la différence entre l'accès à la profession qui doit être ouvert et le respect de critères déontologiques qui, lui, doit être bien sûr encadré par des textes qui existent et des pratiques. Il y a le comité déontologique en France qui s'est créé il y a quelques temps, 2 ans je crois à peu près, qui fait partie de ces organes qui peuvent encadrer les pratiques journalistiques, pas les réguler, mais en tout cas avoir un avis consultatif sur ces pratiques pour éviter des trop gros écarts déontologiques. Il y a une question que nous n'avons pas abordée, celle des réseaux sociaux, de TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Est-ce que les médias devraient aussi aller vers cette plateforme où se rue un nombre considérable de jeunes? Vraie bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire oui, parce que, qu'on le veuille ou non, les usages de la jeune génération sont sur ces plateformes-là. La question, c'est comment. Ce n'est pas tellement le faut-il, mais comment.
Pour y dire quoi? Pour y faire quoi? Et dans quel objectif? L'objectif, c'est de faire venir les gens chez soi, de les ramener vers soi. Donc, pourquoi pas faire une forme d'acculturation à sa marque? Et puis, il faut savoir aussi que, par exemple, quand on s'adresse à des jeunes sur TikTok, ils sont pas solvables. Il faudra peut-être 10, 15 ans, peut-être plus, avant que ce public-là accepte éventuellement un jour de payer pour de l'information. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Alors, il y a la monétisation potentielle par la publicité, sachant que TikTok aujourd'hui monétise très mal hein, les contenus qu'on y publie. Sinon, il y a l'acculturation de sa marque média auprès de ce jeune public. Ça, c'est quelque chose qui s'envisage sur le long terme. Et puis, sinon, il y a la troisième option qui est de chercher à les faire venir en faisant du teasing pour ensuite récupérer de l'usage sur des applications ou sur des contenus chez soi. Ce n'est pas facile, j'en suis bien conscient. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur les produits des médias. Qu'est-ce qu'on leur propose comme expérience utilisateur? Qu'est-ce qu'on leur propose comme communauté? Qu'est-ce qu'on leur propose comme outils qui sont exclusifs et qui permettraient de retrouver cet usage chez soi? Donc voilà, la question, elle est oui, mais pas n'importe comment. Parce que si c'est pour alimenter uniquement l'usage sur les réseaux sociaux, ça, on a déjà donné. On a déjà donné toute la valeur. Et on a vu qu'en termes de publicité, les GAFA se sont bien gavés sur le dos des producteurs de contenu, avec une augmentation des tarifs publicitaires et des revenus publicitaires pour Facebook, Google et autres Amazon, et une diminution progressive de celle qui était attribuée et qui a été récupérée par les médias. Donc non, on ne peut pas aller n'importe comment sur les réseaux. Il faut savoir pourquoi on y va et dans quelle option aller chercher des lecteurs. Une dernière question d'un participant. Dans mon pays, le Burkina Faso, les questions environnementales sont relayées au bas de l'échelle. Dans cette lutte contre le terrorisme, l'environnement paye le grand prix. Un média comme Info Nature, spécialisé en environnement, a entrepris un travail de mener des enquêtes pour dénoncer ce fait, mais pour obtenir des financements pour pouvoir mener les enquêtes, les institutions sont fermées. Car pour de nombreuses organisations, la lutte contre le terrorisme va au-delà des questions environnementales. La question, comment convaincre des populations, des autorités politiques qui pensent que la lutte contre le terrorisme va au-delà de l'environnement? Et sa deuxième question, c'est au Burkina Faso, l'environnement est moins couvert par les médias. Quelle astuce de sécurité pour un journaliste environnemental en zone de terrorisme? Ça fait assez de questions à la fois. Waouh, c'est compliqué. Alors, ce serait bien normal de trouver une solution comme ça, ex abrupto, sur cette problématique qui est malheureusement assez classique. Je dirais que on a, à chaque fois qu'il y a des actes de terrorisme en France ou des montées de l'insécurité, on retrouve la même problématique, c'est-à-dire la priorité à l'émotionnel et à une réalité qui est un danger concret, mais à court terme, qui l'emporte nécessairement, qui écrase tout en termes de priorité mentale de la part du public. Je crois que ça, on ne peut pas tellement lutter contre ça. Quand on a vraiment une période de crise, c'est difficile de lutter contre cette ambition, ce besoin d'actu urgente sur des choses très chaudes. D'ailleurs, le Covid-19 est un exemple de ce besoin d'information lié à un risque conjoncturel précis et qui a explosé le besoin d'information sur ce domaine. Donc, on ne peut pas tellement lutter contre ça. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de rééquilibrer, ça il faut convaincre les rédactions, rééquilibrer un peu les lignes éditoriales en apportant aussi le long terme. Leur dire également, il y a un autre risque, il y a une autre problématique qui est à plus long terme. Et ça, c'est de l'évangélisation, c'est de la conviction qu'il faut essayer de partager auprès non seulement des rédactions en chef, mais aussi des décideurs, oui, certes, il y a une urgence et on la comprend, néanmoins, il y a ce deuxième temps qui va arriver et l'urgence, elle est déjà là en réalité. Simplement, il faut vraiment comprendre qu'on va en payer de plus en plus fréquemment le prix chaque année. On peut passer par exemple par des graphiques, des infographies, par des choses qui sont visuellement éclatantes, qui permettent de faire comprendre que le risque, il est déjà là, que l'augmentation de la température sur le globe a déjà ses conséquences en termes d'appauvrissement, de violence, de déplacement de population, d'appauvrissement et de malnutrition, etc. Donc, aller peut-être davantage sur la mise en avant visuelle, si possible, avec des data du graphisme, de ces risques qui sont avérés et qui sont déjà là, même s'ils sont peut-être moins prégnants, en tout cas mentalement, que du terrorisme qui tue des gens directement, tout de suite là, de façon horrible. C'est ma dernière question, M. Fong.
Est-ce qu'en 2023, les médias doivent mettre un accent particulier sur la lutte contre la désinformation? En 2023 et au-delà, oui. Ça ne s'arrête pas à 2023. La lutte contre la désinformation et, je dirais, l'éducation aux médias. L'éducation aux médias. C'est-à-dire que plutôt que, peut-être que l'erreur qu'on a faite ces dernières années, c'était de dire, voilà, ça c'est de la désinformation et ça, il faut le rejeter. Ce qui est compliqué parce que tout le monde n'a pas la même perception et il y a des zones grises où, en réalité, on va avoir du mal à convaincre les gens que ça, c'est de la désinformation. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre, donner des moyens aux gens de s'informer et de leur donner la méthodologie pour s'informer correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement vérifier la source, vérifier qui parle, quels sont les intérêts potentiels derrière celui qui parle, confronter cette information avec d'autres informations, apprendre à se méfier de ce qui est publié parce que c'est émotionnel, se méfier de ses propres biais cognitifs, se méfier de soi-même. Ce que j'expliquais en termes de management, déjà se connaître soi-même, c'est se méfier de soi-même, c'est le plus important. Et peut-être être moins à la chasse à des informations qu'à l'éducation, à la bonne information. Et là, de cette manière, peut-être on réussira davantage à convaincre ceux qui se mettent en distance par rapport à l'information, parce qu'ils n'ont plus confiance et ils ont des raisons de se mettre en distance par rapport à l'information, parce qu'on leur a beaucoup menti. Il faut bien accepter ça aussi. On leur a menti. Tous les médias traditionnels, depuis très longtemps, leur ont menti à un moment donné ou à un autre. Donc, il faut comprendre l'origine de cette méfiance et plus travailler sur l'éducation que sur, je dirais, la sanction ou la hiérarchisation des sources ce qui est toujours délicat à faire quand on est soi-même un média et qu'on est partie prenante. Donc voilà, ce serait juste mon conseil. Moi, j'ajouterais de visiter aussi Média Culture, n'est-ce pas, Franck? Alors, mediaculture.fr et puis j'ai une newsletter qui s'intitule newsletter.mediarama.io qui retrace toutes les semaines les dernières tendances et bonnes pratiques et outils potentiels également utilisés par les journalistes. Merci infiniment pour votre participation à ce webinaire, pour ce temps que vous avez Merci à vous. partagé avec nous, pour cette discussion riche et intéressante que nous avons eue sur des tendances et des prédictions du journalisme en 2023. Merci beaucoup pour l'invitation et pour vos questions très intéressantes. Je vais y plonger un peu plus tard après. Merci encore. Nous en avons encore qui viennent, mais nous sommes à la fin de cette session. Ne manquez pas de me les envoyer sur mon mail kabalao@cfd.org. Je me ferai le plaisir de les transférer à M. Franck qui vous répondra certainement. Alors, c'est la fin de cette session. Merci à tous les participants qui nous ont suivis depuis midi, GMT, 13h en France. Ça fait 1 heure de conversation autour de ce métier, une conversation passionnante, intéressante. Pour ceux qui l'ont raté, pas de panique. La vidéo sera disponible sur YouTube, sur le compte, la chaîne d'Iginet, le réseau international des journalistes, pour ceux qui voudraient la regarder après. Le replay sera disponible et également un compte rendu sera mis en ligne sur le site Iginet. Merci encore pour votre disponibilité, Monsieur Franck, et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de journée à tous les participants aussi qui nous suivent de partout du monde francophone. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de ChatGPT, une menace, une opportunité pour les journalistes. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.